Merci. Donc, cher François Rieussec, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le président de l'Union nationale des aménageurs. On peut dire privé quand même, parce que c'est d'abord l'organisation des aménageurs de quartiers de logement. Une profession qui est en complète progression, mais vous allez nous en parler. Cette question de la sobriété foncière qu'on vient d'aborder au travers de l'expérimentation que pilote le PUCA, c'est évidemment au cœur de vos préoccupations. Vous avez encore récemment publié des datas, des données, d'analyse, de projection de ce que signifierait l'application des règles actuelles de l'objectif zéro artificialisation nette pour montrer que dans certaines communes, et on retrouve la notion d'échelon local déterminant, dans certaines communes, ces règles empêcheraient de répondre aux besoins en logement des Français. Donc aujourd'hui, comment analysez-vous la situation alors qu'on attend un gouvernement définitif avec peut-être des ministres qui s'occuperont de ces questions? Oui, si vous voulez, nous partons du besoin de logement en France qui est de 450 000 logements. Oui. Donc il s'en fait environ 45% de la ville sur la ville et 55%, c'est-à-dire 250 000 logements par an en extension et sous des formes qui sont tantôt maisons, tantôt groupes d'habitation, collectifs, il y a du social, de l'accession, etc. Plus du service. Vous savez également qu'on crée 300 000 postes de travail par an dans notre pays sur 6 000 hectares et on urbanise 20 000 hectares aujourd'hui. On était parti de 30 000, 32 000 il y a quelques années. Donc on a cette approche, si vous voulez, un peu macro. Et sur l'approche macro, qui est une approche chiffrée, quantitative, si on supprime la moitié de l'extension, puisque c'est l'objectif du ZAN sur les 10 ans, tel que la loi a été, climat résilience a été votée, il est évident qu'on va avoir du mal à produire 150 000, 120 000 logements là où on en a le besoin. Et même si on est évidemment favorable à l'utilisation de friches, et le fonds friche a beaucoup aidé, etc. Enfin, mais la réutilisation de casernes, d'hôpitaux, de sites industriels désaffectés, c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années. On est quand même, de même que la rénovation, hein, la réhabilitation, etc., si vous voulez, on est confronté à un problème quantitatif. Et la confrontation à ce problème quantitatif aboutit de suite, cette année 2021, à une augmentation des prix de 7%, sans raison. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de crise de matériaux, pas vraiment de raison d'avoir une crise énergétique, etc. Donc, vous voyez qu'on est de suite sur un problème qui devient la capacité ou pas à répondre aux demandes citoyennes. Vous voulez dire qu'il y aurait une première injonction contradictoire, celle de la demande citoyenne d'une part, et de l'économie peut-être, hein, parce qu'il faut du développement à certains endroits. On parle de réindustrialisation. Bien sûr, on peut reconvertir des friches, mais vous dites pas seulement. Donc il faut... Où sont les terrains du développement économique et du logement des Français? Vous dites que cette injonction-là, qui est incontournable, elle est parfois, ou toujours, contradictoire avec celle du zéro artificialisation nette? Oui, on a une injonction contradictoire dans le sens que l'État, qui a une vision macro, qui a été arithmétique, a dit bon, on va pouvoir faire 250 000 logements là où on en faisait 125, on va doubler les densités, hop, ça va passer. Et en fait, on se rend compte qu'on a des disponibilités foncières dans des campagnes qui n'ont pas de besoin et que par ailleurs, en Occitanie, on a 40 000 habitants qui débarquent tous les ans. Dans des secteurs de villes qui sont récentes et qui n'ont pas un tissu de friches. Je veux dire, il n'y a pas de sidérurgie à rénover, que ce soit à Montpellier, Nîmes ou Toulouse. Vous voyez, c'est pareil. Il y a eu quelques sites portuaires à Bordeaux qui ont permis des rénovations, mais cette grande banane ouest-sud n'a pas les fonciers disponibles. Donc on est sur des concepts qui sont intéressants et qui vont permettre de faire évoluer la profession. Tous ces débats sont très positifs. Hein. Ils vont changer les pratiques aussi bien des élus que des opérateurs. Je pense qu'on est sur une option de meilleure qualification des projets et on a introduit
des options, et c'est tout le côté positif de la réflexion sur la loi climat, qui introduit une réflexion sur les fonctions des sols. Oui. Hein. Donc, voilà. Alors je vous propose un petit schéma qu'avait édité l'ADEME, si vous voulez, sur les fonctions des sols. Donc l'Europe, en 2008-2012, avait pris une orientation de sauvegarde des sols de notre continent en disant nous en avons besoin pour 4 fonctions principales qui sont d'une part la production végétale et alimentaire, hein, un deuxième aspect qui est le rafraîchissement et l'effet bioclimatique de l'évapotranspiration, c'est-à-dire qu'il y a un rafraîchissement par les végétaux. Le sol également stocke de l'eau et du carbone, c'est-à-dire une chaîne du vivant. Eau et carbone sont liés, puisque c'est la chaîne du vivant. Hein. Et il y a également le sol est le support de la biodiversité, qui est nécessaire à la rafraîchissement de l'air, c'est de l'effet d'îlot de fraîcheur. Pardon ? Sans parler de l'effet îlot de fraîcheur. Et alors, le rafraîchissement climatique, l'évapotranspiration permet un îlot de fraîcheur et il y a 6 à 8 degrés d'écart entre un quartier végétalisé et un quartier d'îlot de chaleur, c'est-à-dire avec une réverbération de façades les unes les autres. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une approche qui a abouti à une vision dualiste, en quelque sorte, de la loi, qui a dit nous allons sauvegarder les secteurs, les ENAF, hein, ce qu'on appelle les espaces naturels, agricoles et forestiers, et concentrer l'habitat là où il est déjà dans la tâche urbaine, ce qu'on appelle la tâche urbaine, et nous allons densifier la tâche urbaine. Or, il se trouve que le tiers de la tâche urbaine est composé de jardins, de parcs et jardins. C'est que dans les secteurs artificialisés, on compte même les golfs, etc. Donc tout ce qui n'est pas naturel ou agricole ou forestier est considéré comme artificialisé. Et ce qui veut dire que, par exemple, les 13 millions de jardins potagers de nos concitoyens, qui produisent 20-25% de nos fruits et légumes, les 2 tiers des Français jardinent ou ont une activité, alors qui n'est pas toujours hyper productive, hein, mais ont une activité familiale de type jardinage. Et ces 13 millions de parcs et jardins devraient disparaître pour permettre une densification de la ville. Et donc, on se propose de créer des îlots de chaleur là où il y a des îlots de fraîcheur. Je caricature, mais à peine. Vous voulez dire qu'on est dans une interprétation binaire on est absolument de l'artificialisation, c'est ça? Voilà. On est dans une vision binaire. Et donc, nous avons voulu, nous, opérateurs, proposer une vision, une approche que je dirais systémique. C'est-à-dire que lorsqu'on urbanise, depuis longtemps, on a créé du logement, vous le disiez, mais on a également créé du service, de l'emploi, de la proximité, du transport, de l'échange. On a créé de l'équipement public. Et on finance cet équipement public par l'opération. C'était le cas de toutes les villes nouvelles, et puis même de toutes les opérations qu'on pratique par l'aménagement urbain ou périurbain. Et aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'avec cette demande citoyenne qui nous est faite d'intégrer une vision climatique, d'intégrer une vision environnementale. Cette dimension que vous venez de décrire. Ouais. Il faut l'intégrer. Il faut qu'on apporte, nous opérateurs, une véritable ensemble, une vision de l'aménagement qui soit une vision positive. Et donc, il faut intégrer ces fonctions des sols dans l'opération. D'accord. De façon à ne pas être dans la dualité, le paradoxe et le dysfonctionnement. Je suis obsédé, en quelque sorte, par l'évitement du dysfonctionnement. Donc, je vous propose ici un petit schéma un petit peu compliqué, vous avez peut-être du mal à lire, mais peu importe.
si vous voulez, c'est l'idée que dans une opération urbaine, ou périurbaine ou urbaine, dans un quartier pensé sous une approche systémique, on aura le programme de logement, d'équipement, je dirais classique, entre guillemets, au bon prix et selon les typologies qui conviennent au secteur, individuel, collectif, accession, locatif, peu importe. Hein, je dirais que on est bien là pour répondre aux demandes et aux besoins. Et sur une opération qui va sauvegarder 50 à 60% de l'emprise foncière en pleine terre, vous savez que les PLU intègrent de plus en plus la notion de pleine terre, le coefficient de pleine terre, hein, pour justement sauvegarder ces fonctions climatiques. Nous avons l'essentiel des fonctions des sols qui est sauvegardé. Vous voyez par exemple l'infiltration de l'eau sur une opération de ce type est de 50% contre 60% dans un champ, mais 15% seulement dans de l'urbain. Donc on a la densification que nous proposons permet de répondre, d'intégrer ce type de fonction. De la même façon, on aura beaucoup plus de biodiversité sur un projet d'une centaine de logements, sur 3 hectares par exemple. Hein, je fais simple. Nous allons pouvoir, donc qui va loger 250 habitants, nous allons avoir 200, 300 arbres minimum, plus jusqu'à 1 kilomètre de haies végétales, etc. Donc on aura beaucoup plus de biodiversité. On peut penser, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut penser à toute une vie animale qui va se développer autour. On peut intégrer également une fonction d'agriculture urbaine à travers des fermes, du jardin partagé. On fait de l'aquaponie, hydroponie, qui permet sur une petite ferme de créer 20 à 30 de 1000 m². 1000 m² produisent 20 à 30 tonnes de fruits et légumes. C'est-à-dire qu'on a un meilleur rendement agricole et alimentaire, à la limite, que sur un plein champ. Et on a plus de diversité, etc. Donc, vous voyez que la ville n'est pas forcément stérile. C'est une bonne phrase. Et alors, vous voyez, pour parler systémique, c'est-à-dire que sur un quartier comme ça, je vais économiser des places de parking parce que je vais intégrer, par exemple, du solaire photovoltaïque qui va permettre d'alimenter des voitures électriques. On a un modèle économique qui le permet. Et donc, je vais économiser des places de parking qui me permettent de planter plus. Et donc, j'améliore mon rendement, climat, etc. Donc, vous voyez qu'on est dans une boucle positive, de rétroaction positive entre les facteurs. Oui, j'entends bien, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions qui pourraient vous être posées là-dessus? Non? Si, il y en a une par là. Si le micro descend jusqu'à vous. Je crois que c'est là. Voilà, allez-y. Oui, bonjour Monsieur Russec et merci pour votre approche systémique. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait d'autres métiers, parce que mettre ça en place, ça demande des métiers supplémentaires, un écologue, je sais pas moi, d'autres métiers qui aujourd'hui, à mon sens, sont pas tellement développés que ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez pour justement la mise en place de... Vous m'entendez pas? Si, c'est la question des compétences qu'appelle ce type de modèle. Voilà, c'est-à-dire que l'aménageur change un peu de métier en quelque sorte là, où il élargit en tout cas son champ. Un projet comme ça, ce qui est intéressant, c'est que, une fois encore, pour éviter le dysfonctionnement de la dispersion qui s'est pratiquée depuis 20 ans. C'est-à-dire que d'accord, mais vous allez devenir écologue. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut effectivement avoir des projets qui aient une certaine dimension. Hein. C'est-à-dire que si je fais 5 logements, j'aurais du mal à avoir ce type à la fois d'études et de qualité urbaine. Donc, une fois encore, on est sur des projets qui ont un petit peu de dimension. Et à ce moment-là, on réunit les compétences, les études avec architectes, bureaux d'études, environnementalistes. Actuellement, on est en train de faire des études de carbone, si vous voulez, un bilan carbone avant, après opération, etc. On est sur des compétences d'études, vous avez parfaitement raison, on est sur une complexification des études
pour intégrer les inquiétudes, les critères qu'on nous demande et pouvoir y répondre de façon efficiente. Parce que là, vous devinez qu'on n'est pas dans du greenwashing. Je ne mets pas du lierre dans des jardinières. Je veux dire, on est sur une réponse qui se veut efficace et quantifiée. Intéressant. Y a-t-il une autre question? On arrive au bout de ce moment. Oui. Donc aujourd'hui, l'application de la loi climat résilience qui pose beaucoup de questions et de problèmes, le mot ZAN même provoque parfois de l'urticaire, mais les décrets d'application, certains sont parus, pas tous. Vous attendez quand même peut-être du gouvernement qui affiche une volonté forte climatique, d'amener un peu de nuance et vous attendez quelque chose effectivement, si vous voulez, l'approche quantitative qui a été proposée dans les 10 premières années nous semble difficile. Et le Sénat est en train de faire une étude. Vous voulez dire dans les 10 années, suivant l'approbation de la loi, avec l'objectif de diviser par 2 la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, vous dites que cette approche quantitative est insuffisante. Cette approche quantitative crée une crise du logement très clairement. Enfin, donc le Sénat s'y est mis en effet. Donc, le Sénat, l'ensemble des associations d'élus sont en train de réinterroger un certain nombre de décrets et de façon à remettre en cause ou à revoir cette façon d'appliquer cette loi. Et donc ce que nous proposons, nous, c'est une approche opérationnelle qui permette, d'une part, une contractualisation des projets, des objectifs. Pour vous donner un exemple, de façon très positive, la loi Elan avait créé les ORT, qui est une forme de contractualisation entre des opérateurs, les financiers, les opérateurs avec les élus locaux. Et donc ce type de contractualisation pourrait donner lieu à des contrats de projet. On peut l'appliquer de façon systématique, j'allais dire. Vous voyez, donc nous proposons aussi, donc c'est ce que moi j'appelle le contrat de projet, qui permettrait d'éviter de passer la cascade des planifications. 2 ans de SRADET, 2 ans de SCOT, 2 ans de PLU, etc. Enfin, on n'en sort jamais. Donc vous attendez la prochaine mandature pour... Absolument. Attentivement. Ben écoutez, on leur a beaucoup dit aujourd'hui, on n'a pas fini de le dire. Et le dernier point, c'est ce qu'on propose, que j'ai développé, c'est le permis d'aménager bioclimatique, qui est une approche opérationnelle qui résout le ZAN dans l'opération. C'est-à-dire que le thème, c'est le net, je le pratique moi-même, entre guillemets. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Merci. Je vous remercie beaucoup, François Rieusec. Merci vraiment d'être venu.